Bienvenue sur For Change. Nous sommes actuellement sur l'événement Talent. J'ai le plaisir de recevoir Hélène Nicolet, donc responsable recrutement et attractivité chez Metro. Makara Houk, vous êtes chef de service du recrutement au sein de la Marine nationale. Julie Legoubin, chef de projet Inclusion and Care chez Schneider Electric. Et Jean-Christophe Villette, directeur général d'Équilibre. Ensemble, nous allons parler de QVCT, de vision RH et plus généralement des entreprises qui innovent en termes de marque employeur. Et ma première question concerne le concept de qualité de vie au travail qui est en perpétuelle évolution. Quelles sont les tendances dans ce domaine ? Alors j'ai commencé, une fois n'est pas coutume. Déjà pour rappeler que la marine recrute plus de 4000 personnes par an dans la société, que les marins ont des familles et que donc les préoccupations en termes de ce que vous appelez QVCT sont au cœur des préoccupations, de façon à ce que les marins qui sont déployés, sont en opération, puissent rester engagés et vraiment le sentiment de la reconnaissance de leurs efforts au travers de toute la politique et tous les outils qui sont mis en place. En plus, la marine offre un contrepoint extrêmement intéressant parce que, comme c'est justement un exemple atypique, elle permet de comprendre pourquoi on peut faire tel ou tel choix dans une politique RH de façon à accompagner les collaborateurs. Donc la qualité de vie au travail, c'est pas forcément une question en soi lorsque les gens sont déployés, sont en mission, puisque naturellement ils vont se mettre en danger, ils vont se mettre dans des situations stressantes. Un bateau de combat, un bâtiment de combat, un sous-marin, un avion, c'est quand même un univers clos qui est en soi-même dangereux. La mer, c'est un milieu dangereux en soi-même. Et puis on a aussi toute une partie des collaborateurs qui, eux, sont à terre, qui sont dans des métiers de soutien, et les marins vont alterner au cours de leur carrière entre ces deux univers. Donc lorsqu'ils sont à terre, eh bien, évidemment, on intègre, même s'il y a un très fort sens de la mission avant tout, mais donc on met en œuvre tous ces outils qui sont aujourd'hui très répandus, mais dans lesquels on a été assez précurseurs sur la prise en compte eh bien, comment dire, de la vie privée, comment faire en sorte de prendre en compte les accidents de la vie, comment faire en sorte de pouvoir aménager ses horaires, comment prendre la maternité aussi, par exemple, ou la parentalité dans une carrière. Alors, par exemple, pour la parentalité, aujourd'hui, pour l'accession aux responsabilités, l'accession au commandement, ce qui est quand même un peu le Saint Graal chez nous, on a mis en place tout un système qu'on appelle le calcul du temps de service opérationnel qui remplace les limites d'âge et simplement le parcours qualifiant classique. Voilà, donc on intègre un peu le fait que dans sa vie, on peut avoir des pauses. Et puis, pour revenir sur les gens qui sont embarqués, en fait, la question, c'est de savoir comment on va leur témoigner cette reconnaissance. Dans le travail, dans le système managérial, évidemment, on a un rapport que nous on appelle de commandement qui est très très étroit. Moi, j'ai commandé des bateaux. On ne peut pas juste laisser les préoccupations des marins à quai lorsque l'on part. On est obligé d'intégrer. C'est tout un écosystème social dans lequel les marins ont aussi transportent une partie de leurs préoccupations personnelles qu'il faut prendre en compte. Il faut faire aussi que la mayonnaise prenne pour que on aille tous en mission. Il faut qu'on se sente partie d'un tout qui nous dépasse, à la fois avoir le sens de la mission, mais également avoir cet esprit qu'on appelle d'équipage chez nous, qui est l'esprit d'équipe. Et puis, il faut que les marins, quand ils ont fini leur mission, quand ils rentrent, il faut qu'ils aient la sensation que, eh bien, on ait pris en compte leur engagement par ailleurs. Et donc, par exemple, dans le programme d'activité des bâtiments aujourd'hui, avec la multiplication des doubles équipages, qui à la base n'est pas faite pour cela, mais qu'on l'utilise désormais ainsi, qui était à la base pour utiliser plus le matériel au maximum de son potentiel. Donc, on a des équipages qui se relèvent tous les 4 mois. Eh bien, ça permet d'offrir une prévisibilité. Donc, l'engagement reste aussi fort, le nombre de jours de mer est aussi fort qu'avant, mais en revanche, les marins eh bien, ont beaucoup plus de prévisibilité dans leur programme et ça leur permet de pouvoir planifier des choses avec leur famille. Hélène ? Alors moi, je parlerais de flexibilité. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler et donc nos collaborateurs également sont concernés par ces sujets. Je parlerai aussi de la santé mentale, des sujets de santé mentale et de comment on préserve la santé mentale aussi des collaborateurs, en tout cas comment on peut les accompagner dans ce cheminement. Forcément, on travaille chez Metro, donc pour nous, il y a un aspect qui est très important, qui est le côté nutrition, le bien manger. Donc c'est des sujets sur lesquels on commence à travailler également, qui va aussi de pair avec comment prendre soin de sa santé, au-delà de la nutrition aussi sur les aspects de sport. Donc
de voilà, comment je prends soin et de mon mental et de mon physique. Et après, évidemment, pour nous, il va y avoir tous les sujets liés à l'inclusion et à comment faire en sorte que chacun se sente à sa place dans notre société et en tout cas dans notre entreprise chez Métro. Jean-Christophe. Alors, le sujet de la qualité de vie et des conditions de travail, il y a un état des lieux, en tout cas en France, avant le début de la crise sanitaire et après. C'est-à-dire que le point commun chez l'ensemble des salariés avant et après la crise sanitaire, c'est que la qualité de vie et les conditions de travail, de façon générique, est un concept qui était sur le podium de leurs attentes prioritaires. Avant la crise sanitaire, ce n'était pas un sujet qui était sur le podium des attentes prioritaires des directions générales d'entreprise et d'intégration dans leur plan stratégique. Ça a changé depuis cette crise sanitaire et le point commun aujourd'hui, c'est que sur le podium des attentes prioritaires, à la fois des directions générales vis-à-vis de la fonction RH et des salariés vis-à-vis de la fonction RH, on retrouve ce sujet. Après, qu'est-ce que l'on met à l'intérieur de la qualité de vie et des conditions de travail ? Je vais passer mon tour pour donner des exemples. Je pourrais en donner plein, puisque notre métier, c'est d'être en accompagnement d'entreprises de tout secteur d'activité. Mais ça pourra être fait par les autres intervenants. Je voudrais insister sur un point. C'est qui pilote cette démarche de qualité de vie et des conditions de travail. Est-ce qu'à un moment donné, la qualité de vie au travail, on y répond par une liste d'actions ou on y répond par une démarche ? Une démarche qui doit à un moment donné pouvoir répondre à des enjeux. Et est-ce qu'à un moment donné, dans la démarche que l'on met en place, on répond aux enjeux de la stratégie générale de l'entreprise, on répond aux enjeux qui s'intéressent à l'intimité de la relation individuelle au travail, on arrive à connecter les deux. C'est un vrai sujet. Donc qui pilote ? Comment est pilotée cette démarche et comment elle peut s'inscrire dans une réelle démarche d'amélioration continue, c'est être en capacité d'identifier ce qui fonctionne moins bien, et dans les actions qui fonctionnent moins bien, est-ce qu'on les conserve ou est-ce qu'on s'implique pour les améliorer, pour être toujours au plus proche des enjeux à la fois des personnels des organisations et des enjeux de la conduite stratégique de la performance globale d'une entreprise. Bien-être, satisfaction au travail, engagement et performance de l'entreprise ne peuvent être dissociés. Et la qualité de vie au travail est certainement un axe qui permet de réunir l'ensemble de ces repères. Julie, sur cette question des tendances et aussi des dispositifs que vous mettez en place au sein de votre structure. Alors c'est vrai que le groupe Schneider Electric a décidé d'associer les sujets inclusion et prendre soin, donc inclusion and care. Notre objectif, c'est en effet de déployer des politiques sociales innovantes, impactantes, au service de l'inclusion bien sûr, et de la qualité de vie et des conditions de travail saines, à des fins de performance individuelle, collective, à l'échelle du coup de l'individu, de l'entreprise, mais également de la société. Alors, nous, on a organisé notre démarche sur la base de 3 grands équilibres, qui est finalement l'équilibre de travail, comment on accompagne l'ensemble des acteurs de l'entreprise à pouvoir discuter de la charge de travail, la remettre en question, l'organiser, d'accord, mais en tout cas ouvrir la discussion sur le sujet, parce qu'on sait bien qu'il y a des écarts entre ce qui est prescrit, ce qui est perçu, et puis ce qui se passe réellement. Donc voilà, savoir dire non, ces notions de connexion à temps choisi, avec une liberté aussi dans la mesure du possible d'organiser son travail en fonction de ce qui se joue dans la vie personnelle de la personne salariée. J'en viens donc au deuxième équilibre, qui est l'équilibre vie pro-vie perso, qui bien sûr, on l'a dit sur la table ronde juste avant, fluctue en fonction du cycle de vie, des événements, et on peut voir des fois une différence entre les attendus de l'entreprise à certains stades de carrière et finalement ce qui se joue et la disponibilité, les attentes, les besoins qui peuvent être très différents de la personne salariée. Donc ça, c'est tout le volet qui va concerner l'accompagnement aux parentalités, l'aidance et tout autre sujet qui finalement va pouvoir impliquer et impacter la vie de la personne salariée. On pourrait également parler de la manière dont l'entreprise accompagne l'engagement sociétal, l'engagement citoyen au travers du bénévolat ou des missions, des mécénats de compétences. Donc c'est tout un dispositif, un panel qu'on va mettre à disposition, toujours en répondant, et vous avez raison de le mentionner, en répondant aux besoins de la personne, à ses attentes, et dans une logique de co-construction, de partage et de discussion, puisque il y a en effet des dispositifs disponibles, mais il y a aussi des contraintes organisationnelles de l'entreprise qui sont à prendre en compte. Et le troisième équilibre, c'est l'équilibre de santé, donc bien sûr, santé physique, santé mentale. Comment du coup on accompagne nos salariés
au travers de campagnes de sensibilisation de santé publique, mais également de dispositifs et de démarches de prévention des risques psychosociaux, mais également de désinsertion professionnelle, en tout cas comment on se prémunit de ce risque de désinsertion professionnelle, parce qu'au cours de la vie, il peut y avoir plusieurs événements qui peuvent mettre à risque notre employabilité. Et là aussi, on a besoin que l'ensemble des acteurs de l'entreprise soient mobilisés, soient partie prenante. Donc toujours un élément clé, c'est en effet la personne au centre du questionnement, ne jamais présumer de quels sont ses besoins et quelles sont ses attentes, et vraiment se fier à la discussion, au dialogue et à la co-construction. Alors, un des enjeux de talent, c'est le recrutement et l'attractivité. Est-ce que vous constatez une influence de ces dispositifs que vous mettez chacun et chacune en place sur le recrutement et la rétention des talents? Hélène? Alors nous, à notre niveau, oui, on le voit. C'est vrai qu'on s'exprime beaucoup aussi sur ces dispositifs, dernièrement sur la parentalité et notamment notre accompagnement dans des parcours de vie de femmes parfois pas simples. On va parler d'interruption médicale de grossesse par exemple ou d'IVG. Et donc on prend la parole sur ces sujets et on sent effectivement que du côté des candidats, voilà, ils perçoivent en fait chez Métro le côté on prend soin de nos collaborateurs, on sait les écouter aussi. Et donc on a constaté effectivement que ça prenait beaucoup chez les candidats, mais pas que, parce que symétrie des attentions oblige, on constate aussi que chez nos clients, ces messages-là sont perçus aussi, donc ça va même au-delà de nos candidats, et même chez nos clients, il y a voilà, parfois des retours en disant que Métro est précurseur sur pas mal de dispositifs, donc voilà, je dirais que ça résonne même au-delà, et quand on sait que nos candidats sont pour la plupart aussi certains clients Métro indirectement, voilà, on se dit qu'il y a une belle résonance. Jean-Christophe? Peut-être rebondir sur ce qui a été dit, c'est que quand on se sent, enfin, on est bien dans son travail, peut-être avec une différence avec le bien-être de façon globale, voilà, qui pourrait amener beaucoup d'autres discussions. Ça se ressent dans l'esprit de service, ça se ressent auprès des clients. On peut être exposé après des formations professionnelles, y compris quand à un moment donné, voilà, je me rends dans un certain nombre de commerces, je pose une question toute simple, comment ça va? Vous avez des réponses qui, dans 80% des cas, sont loin d'être positives, hein. C'est l'opportunité à un moment donné de pouvoir s'exprimer, et ça veut dire que ça transpire, voilà, jusqu'aux bénéficiaires des services, quelles que soient les activités commerciales que l'on peut avoir. Donc c'est un très bon indicateur au plus proche du terrain, sans mettre en place de grandes démarches coûteuses, très pragmatiques, comme une invitation de façon finalement assez simple. J'invite tous les membres toutes les personnes en situation d'encadrement, de prise de décision à se promener, à se balader dans leur entreprise et à poser une simple question. C'est quoi la qualité de vie et les conditions de travail pour vous dans notre entreprise? Comment vous pourriez m'en parler? Quelles sont voilà, les actions que vous connaissez et en quoi ces actions répondent à vos besoins prioritaires pour pouvoir être bien au travail, c'est-à-dire bien faire votre travail et bien vivre la relation avec l'ensemble de vos collègues. Des questions très simples, empreintes de bon sens, et je pense qu'il ne faut pas qu'on se cache derrière des dispositifs trop complexes pour faciliter la connexion et la reconnexion aux autres. Julie, donc sur l'influence des dispositifs que vous évoquiez. Alors c'est vrai qu'il est certain que l'idée c'est d'avoir on va dire un impact sur les individus eux-mêmes, sur leur performance, la performance de l'entreprise, hein, dans la chaîne de création de valeur pour nos clients. Mais il y a aussi un impact au niveau sociétal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes là, on partage nos pratiques, c'est aussi dans cet enjeu sociétal que l'on s'implique. Donc, je pense que c'est tout un écosystème qui en bénéficie, qui du coup se questionne et remet en question la réalité actuelle, la réajuste, la fait évoluer en fonction des besoins dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Donc, je pense que oui, c'est tout l'écosystème. Mais bien sûr, ça a un impact marque employeur et performance. On est bien d'accord. Makara, vous nous avez parlé d'un gros volume de recrutement pour la Marine nationale. Est-ce que vos dispositifs ont une influence sur ces recrutements? Alors, au moment du recrutement, de façon assez limitée. Déjà, moi, donc, je recrute des jeunes Français, des jeunes Françaises qui ont entre
30 ans. Et on peut distinguer à peu près 2 catégories là-dedans. La moyenne d'âge au recrutement, elle est de 21 ans dans la marine. Donc ce sont des gens qui sont souvent jeunes, c'est souvent leur première expérience professionnelle. Ils débutent vraiment dans la vie. Il y en a beaucoup qui ne se projettent pas vraiment dans leur vie future. Et donc il y a beaucoup d'aspirations dont on a évoqué, qui ne sont pas encore les leurs. Alors on a des questions beaucoup sur la parentalité, la capacité à concilier cette parentalité avec une carrière, ce à quoi on peut tout à fait répondre. Et notre meilleure réponse, plutôt que de faire l'égrenage de tous nos dispositifs, c'est essentiellement de faire rencontrer les candidats au recrutement avec des marins, et en particulier des marins qui sont parents. Il y a quand même 47% des marins qui sont parents et qui peuvent en parler. Tous mes conseillers en recrutement sont des marins à la base, ce ne sont pas des recruteurs professionnels. Voilà. Et on a tout un système d'ambassadeurs qui permet de discuter concrètement des petits détails, parce qu'avec nos recrues, on ne va pas parler des grands concepts, voilà, on va parler de comment ça se traduit dans le quotidien. Et puis on a une deuxième partie, ceux qui sont quand même moins jeunes, moins primo-accédants à l'emploi, qui nous rejoignent souvent parce qu'ils sont en quête de sens. Et donc là, ils savent qu'ils vont quitter justement un système dans lequel on a beaucoup parlé de qualité de vie au travail, tout ça, mais dans lequel il n'y avait pas ce sens, il n'y avait pas le sens de la mission, il n'y avait pas le sens de son travail. Et ça, ils le trouvent naturellement chez nous. Donc, dans le recrutement, évidemment, c'est important de mettre en avant tout ce qu'on met en œuvre, mais ce n'est pas forcément les questions qui se posent. Voilà. En revanche, dans la partie fidélisation, dans la partie engagement de tous les marins, c'est extrêmement important. Parce que là, on a affaire à des gens qui sont devenus parents, ont été rattrapés par toutes les préoccupations de la vie. On achète une maison, on est endetté, on a envie d'un peu de stabilité, on a la scolarité des enfants, on a l'emploi des conjoints. Ça, c'est une très très grosse préoccupation des marins. Le taux de chômage chez les conjoints de marins est un tout petit peu plus élevé que celui de la moyenne nationale. Et ça, c'est dû beaucoup au fait qu'il y a la mobilité et qu'on ne choisit pas forcément le bassin d'emploi dans lequel on va. Voilà. Et donc là, c'est très très important de répondre à ces questionnements, de mettre en avant tout ce qui est mis en place dans l'accompagnement des carrières. Donc, pour cela, on a mis en place depuis maintenant 3 ans une plateforme interne qui permet de faire du mentorat directement, qui n'est pas piloté par l'institution. Ce sont des marins entre eux qui vont s'inscrire à la fois parfois en tant que mentor ou que mentoré pour répondre à des questions que se posent d'autres. Voilà, je connais des marins qui répondent à des questions très pratiques de marins plus jeunes et qui eux-mêmes sont en recherche de questions par rapport à leurs évolutions de carrière. Donc évidemment, tout ça est très très important. Et comme je l'ai dit, il y a un des axes très très forts de notre politique, c'est déjà de faire savoir tout ce qui est en place. Parce que nous sommes assez novateurs dans tous les dispositifs, mais le défi, c'est surtout celui de la perception. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marins qui ne connaissent pas, simplement parce que au moment où l'information leur arrive, ce n'est pas leur préoccupation. Puis au moment où la préoccupation arrive, ils ne se rappellent pas forcément. Voilà. Donc il y a un défi de communication de ce qui existe, et il y a des éléments extrêmement larges, alors qui sont propres à la marine et puis qui sont aussi plus généralement au niveau du ministère des Armées. Donc là, le ministre a lancé depuis peu un programme fidélisation 360 degrés qui prend en compte beaucoup de préoccupations, dont l'emploi par exemple des conjoints, et qui reprend beaucoup du plan famille qui avait déjà été lancé, dans lequel la marine était précurseur. Mais le défi, c'est surtout de faire savoir ce qui existe aux marins, et puis aussi de pouvoir s'adresser aux familles de marins. C'est un sujet qu'on avait évoqué avec Julie en préparation. Le marin et le militaire en général est souvent le premier frein à la diffusion de l'information vers sa famille, pour des raisons tout à fait variées, parfois parce qu'on veut justement avoir un peu trop de ségrégation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour accompagner les familles, et les familles ne sont pas forcément au courant. Voilà, donc moi je mettrais quand même en avant un très très gros effort de communication à faire vers les intéressés, pour leur montrer qu'il y a déjà énormément de choses qui sont faites à leur profit. Bien, je vous remercie pour ces échanges éclairants et je vous dis à bientôt sur For Change.